Nous vivons dans un monde virtuel. Connectés aux nouvelles technologies, fans de super-héros, accros aux jeux vidéo, nous sommes des geeks. Retrouvez nos aventures dans la BD Les Geeks, partenaire de l'émission Plus ou moins Geek. David, on est entre nous, je crois qu'il faut que tu me parles. Quel est le thème de cette émission? J'allais dire que je t'aime, mais en fait le thème de l'émission aujourd'hui c'est les maîtres. Bernard Ménez. On va éviter. Alors effectivement aujourd'hui dans Plus ou moins Geek on va aborder les maîtres. Alors si vous voulez savoir ce que nous réserve Rurik à part Bernard Ménez, Fred pour les jeux vidéo, François pour la culture web, Laurent pour la BD, les romans, RL pour la culture japonaise et moi-même pour les séries télé, c'est tout de suite après le générique. Depuis plus de 50 ans, un étrange phénomène a envahi la planète. Vous êtes déjà contaminé. Cette émission est faite pour vous. Vous ne le savez peut-être pas. Et vous êtes déjà plus ou moins geek. Bonjour et bienvenue dans Plus ou moins Geek. Cette émission va être entièrement consacrée aujourd'hui aux maîtres, alors pas des maîtres de la SF, à ton grand désespoir, mais aux maîtres de chacun de nos 6 genres que nous représentons aujourd'hui. Une petite indication chez vous, pour ceux qui sont plus ou moins geeks, justement, vous allez avoir un petit compteur tout en bas de la table qui vous permettra de voir si vous devez vous accrocher ou pas pendant les chroniques et de mesurer votre taux de geekitude. Et pour ouvrir tout ça, j'ai envie d'attaquer par le cinéma. Attention, pas de maître SM. Hein. Allez, tout de suite, jingle Sinoche. Rubrique cinéma avec Rurik. Ouais, donc moi, pour les maîtres, j'ai choisi de vous parler d'un grand maître du cinéma qui s'appelle John Carpenter, qui est un type qui a fait... c'est vraiment un peu quelque part le Stanley Kubrick du cinéma fantastique, c'est-à-dire que c'est un gars qui, dans sa filmo, a aligné tellement de méga classiques que c'en est étonnant. Mais bizarrement, c'est un type qui a rarement rencontré le succès, en fait, au moment où il faisait les films. À part, bien sûr, son grand chef-d'œuvre, qui est le film qui est le plus connu qu'il ait fait, c'est Halloween, qui est pas forcément son meilleur film. En tout cas, tout le monde dit Carpenter, Halloween, Carpenter. Mais pour les autres films qu'il a fait, comme The Thing, considéré comme un chef-d'œuvre avec Kurt Russell, ça n'a pas marché. Jack Burton dans Les Griffes de Mandarin, aussi avec Kurt Russell, ça n'a pas marché. Et c'est des films comme ça qui ont fonctionné au fil des années, où tout le monde s'est dit quand même, il est vachement bien ce film. Et il a fallu quand même le temps. Sur le moment, c'était les films les plus chers qu'il ait fait, voilà, n'ont pas fonctionné à l'époque. Alors c'est un type qui a toujours un petit peu la même manière de filmer. Il filme en cinémascope, c'est toujours des beaux plans, c'est toujours très beau, Carpenter. Et c'est jamais un type qui a été dans la façon clipesque, genre on va mettre un maximum de plans, on va faire des plans de frimeurs, c'est toujours très posé, parce que c'est un gars qui est vachement influencé par le cinéma un peu à l'ancienne, de Howard Hawks, tout ça. C'est l'anti Rio Michael Bravo. Bay, en fait. C'est un peu l'anti Michael Bay. Michael Bay versus Halloween, ça serait sympa. Ça, ce serait sympathique, ouais. Avec 50 plans pour faire un coup de couteau, ça serait pas mal du tout. Et donc Carpenter, il est très relax, il filme comme ça à l'ancienne, c'est un peu un artisan, il fait toujours un petit peu les mêmes genres de films, c'est pas un mec des grands espaces, c'est pas des explosions sur le désert entier, c'est toujours dans des endroits exigus. Prince des Ténèbres, c'est dans une espèce d'église. Halloween, c'est quasiment que dans une maison. Assaut, c'est dans un commissariat. C'est toujours très enfermé. Même The Thing, ils sont dans une base comme ça au pôle Nord, au pôle Sud, je sais plus. Dans une base, c'est toujours très étouffant. Et il a aussi une particularité, c'est que c'est un mec, c'est un artiste complet. Souvent, il fait les scénarios aussi, qui signe sous pseudo parce que ça fait trop de noms au générique, trop de fois le même nom. Et les unions aux États-Unis, les syndicats sont très chiants sur les. Donc, quand t'as plusieurs fois la même fonction, il commence à t'emmerder. Enfin, quand t'as plusieurs fonctions différentes. C'est quoi son pseudo qu'il utilise? Il y en a plein. Il y a eu Martin Quatermass. Il y a eu, mais tout n'importe quoi. C'est pas très discret. C'est toujours des clins d'œil en plus à des vieux films. Henri Guibet, je crois. Henri Guibet est un pseudo, bien sûr, comme Georges Belair d'ailleurs, de Georges Carpenter. Georges Carpenter, ça serait pas mal chez nous. Georges Charpentier chez nous, ça s'il vous plaît. Donc en fait, il signe souvent le pseudo, le scénario, pas toujours, mais par contre, il signe, et là sous son vrai nom, souvent la musique. Et là, il est vraiment responsable du succès de ses films, notamment Halloween, puisque le thème, vraiment entêtant, c'est lui qui l'a fait, avec 3 notes, vraiment 3 notes. Voilà. Et d'ailleurs, ces 3 notes-là, c'est aussi la musique de Fogg. Voilà, puis c'est aussi la musique de plein de trucs, parce que comme il est très limité... super bien le piano. Et je fais super bien le chat, mais je vais pas vous le faire. Je pense qu'on va virer la musique du générique et tu vas le faire à la bouche.
Et Carpenter, voilà, c'est un peu comme The Edge, le guitariste de U2, c'est pas des mecs qui ont une grande technique, donc ils développent un sens de la mélodie et de l'abstraction. Voilà, ils sont pas dans les trucs. Et la musique de Fog, la musique de Invasion Los Angeles, la musique de tous ces films-là ont énormément de points communs, sont toujours dans le petit détail, dans les petites mélodies très simples, et ça fait vraiment une atmosphère très forte. Voilà, Carpenter, il est très fort pour ça. Et alors, il a un petit peu perdu le feu sacré, parce que c'est un type au départ qui était vraiment de gauche. Invasion Los Angeles, c'est son film le plus gauchiste. C'est l'histoire d'un mec qui trouve une paire de lunettes qui renvoie en fait les rayons qu'on reçoit tous, et qui lui permet à lui de se rendre compte qu'en fait les panneaux publicitaires, il y a marqué dessus consomme, marie-toi, sur les billets il y a marqué ceci est ton Dieu. Pour ça. Ben ouais. Et donc c'est un message super linéaire, mais c'est vraiment ce que Carpenter était à l'époque, un rebelle à Hollywood. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a souvent foiré ses gros films, c'est que je pense que les gros budgets ne lui vont pas. Puis au fur et à mesure des années, il a pensé que la thune c'était quand même pas mal. Tu l'entends dire dans les interviews. Moi, ce que je veux, c'est payer. Sensé, j'ai envie de dire, voilà. en fait. Hein, ce que je veux, c'est payer ma nouvelle piscine. Moi, je m'en branle. Et c'est des trucs qu'il aurait jamais dit avant. Et Tobe Hooper raconte maintenant que c'est un type qui passe son temps devant sa télé à regarder le basket sur son écran géant et qu'il en a plus rien à foutre. Et c'est vrai qu'il a fait peu de films ces temps-ci, et certainement pas les meilleurs qu'il ait fait de sa carrière. Ghost of Mars, c'est pas terrible. Et le dernier en date, The Ward, c'est quand même toujours très beau, très machin, mais déjà il fait plus la musique qui est omniprésente, chose qu'il faisait pas du tout lui. Et c'est quand même un petit peu ennuyeux. Il a un peu perdu la touch, voilà. Donc c'est un type. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il va faire dans le futur. En tout cas, il a quand même encore toute sa tête, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres maîtres comme Dario Argento. Donc peut-être que demain, il va nous faire un chef-d'œuvre à nouveau. Quel âge il a maintenant ? Je sais pas quel âge il a, mais il a l'air vachement plus vieux parce qu'il a une maladie, soi-disant une maladie de dégénérescence. Et il devrait être mort depuis 2000 ans, il est toujours vivant, c'est peut-être Jésus. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Carpenter, en fait, sur ses remakes, en fait, il n'a absolument rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que il prend son chèque, il dit faites-en ce que vous voulez, ce qui fait que les remakes de Fog sont juste le remake de Fog est dégueulasse. Il y a The Thing qui arrive. Il y a le remake de The Thing qui c'est préquel de The Thing, mais bon, on va voir. C'est le même film, hein. Je pense qu'il il empoche les chèques comme plein d'autres, hein, comme Tobe Hooper, comme tout ça. Voilà, il a raison, ça ne termine pas les originaux de toute façon. J'ai envie de passer à quelqu'un d'autre qui va empocher son chèque aussi après sa chronique. François. On est payé. C'est le meilleur lancement du monde en fait. Carrément. Allez, chronique web, jingle tout de suite. Ne zappez pas. Voici le créatif web sélectionné par nos soins. Alors moi, je vous parlais d'un grand maître du web geek que je considère vraiment comme un des pionniers de l'actualité cinématographique. Avant Fred, il y avait Harry Knowles qui a créé le site Anti-Cool News, donc qui est vraiment un des premiers sites sur l'actualité cinématographique geek. Voilà, donc c'est un site collaboratif, c'est-à-dire qu'il regroupe des auteurs récurrents, mais aussi des gens, on va dire, anonymes qui envoient leurs news, qui sont souvent en fait des stagiaires dans les studios qui photographient des pages du scénario ou qui prennent des photos sur le tournage. Et donc c'est ce site qui a ce côté un peu très open source où tout le monde peut participer, envoyer ses news. S'il y a un tournage en bas de chez toi, tu prends une photo, tu l'envoies à Harry, il le publie. Voilà, donc c'est comme ça que le site a démarré. C'était en 1996 et c'était à la suite en fait, d'un accident que le pauvre Harry Knowles a subi où il était alité, il pouvait plus marcher et donc il a commencé à traîner sur les forums régulièrement. Il a créé ce site, il a regroupé toutes les news qu'il pouvait voir sur les forums et il en a fait un site et donc c'était vraiment un des premiers qui le faisait de façon, on va dire, vraiment régulièrement et quotidiennement. Donc maintenant c'est normal que tous les sites soient mis à jour régulièrement, mais lui c'était un des premiers à le faire de façon aussi efficace. C'était plutôt une forme de blog ou de site internet ? Ça a toujours été un site très basique, donc et puis c'était avant même que les blogs existent vraiment, donc et le site n'a pas bougé en fait depuis 10 ans. Il a le même design, il ressemble à pas grand chose, c'est que du texte, il n'y a pratiquement pas d'image. Voilà, mais donc là où le site a vraiment été connu, c'est à l'époque de la sortie du film Batman et Robin, donc ce grand film que l'on essaie d'oublier. Et à l'époque, en fait, il avait publié une des premières critiques négative forcément de ce film avant même que c'est un peu évident parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément des critiques négatives qui sortaient à l'avance surtout venant de vrais fans en fait, de fans de Batman. Donc il a publié ses critiques et plus ou moins à cause de cette critique, aussi à cause du fait que le film était pourri, le film s'est vraiment planté. Les gens savaient à l'avance que le film ça allait être de la merde. Et donc ça a été la première fois que les studios hollywoodiens ont reconnu le pouvoir médiatique de sites internet.
Voilà. Et donc maintenant, il est vraiment, comment dire, chacune de ses critiques est super attendue parce que voilà quoi, ça peut donner des millions en plus ou des millions en moins à l'ouverture d'un film. Donc maintenant, voilà, donc il fait partie voilà de ces maîtres-là. Donc il y a plein d'autres sites qui font la même chose. Il y a même des gens qui font des chroniques en se filmant sur Mad Movies. Voilà, donc c'est fou ça. Ouais, j'espère qu'on les verra pas ces gens-là. Donc il continue à exister, même si malheureusement le pauvre Reynolds a toujours des problèmes de santé et littéralement il peut mourir du jour au lendemain. Donc j'espère. C'est une chronique major en fait. Tu es pas un major en fait, c'est un complot, en fait. Il est financé comment en fait, ça marche avec la pub Comme c'est un site les plus vus d'internet, oui, c'est la pub qui finance. Il vit de ça, c'est son travail. Ah oui, depuis longtemps, oui. Okay. C'est un des premiers vraiment qui a pu vivre de ça parce que il était vraiment vu par toute la communauté geek d'internet. Est-ce qu'il n'a pas le risque qu'un studio mette un peu de pognon en loose avec une petite valise en lui disant écoute il a toujours été assez indépendant. C'est Robin et Robin, est-ce que tu veux nous dire que c'est un chef-d'œuvre? Ce qui est intéressant, c'est que même s'il est devenu même pote avec des réalisateurs, alors genre Tarantino, Rodriguez, ça l'a jamais empêché de dire non, j'ai pas aimé ton film. Enfin, il est assez honnête là-dessus et surtout, enfin quand même, bizarrement, enfin il est quand même assez positif en général. Donc, bon public. Ouais, il est vraiment bon public. Il aime vraiment des films même des films un peu pourris, il va dire non, ça va, on s'est bien marré. Il a pas une réputation de mec qui va défoncer les films, quoi. Petite anecdote aussi, donc le nom Ethan Cool provient en fait d'une réplique, pas non plus d'un très bon film, à savoir Broken Arrow, le film de John Woo avec John Travolta. Donc voilà, donc il a surtout cette culture très un peu divertissement, mais même série B, voire même série Z. Et donc voilà, donc c'est devenu une figure emblématique du web, même physiquement, il a été souvent parodié dans des dessins animés et même notamment dans un film qui s'appelle donc Fanboy, dans lequel il est interprété par Ethan Suplee qui jouait le rôle du frère dans My Name is Earl. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un maître d'internet dans le sens où il a réussi à démocratiser la culture geek sur le net et à montrer aux majors que les fans de BD, les fans de films de super-héros avaient le pouvoir en fait sur l'entrée, les entrées. Sur toute la partie commerciale, pub. Exactement, et donc maintenant on a des films, les Marvel sont... La première chose qu'ils font, c'est essayer de plaire aux fans. Alors c'était pas du tout leur réflexe il y a 10 ans, quoi. Et maintenant, le Focus Motion Maker. Bonjour, on m'appelle Monsieur Poulpe. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis charmant, tendre et mignon à la fois. Je suis connu pour faire des vidéos sur internet et puis maintenant des vidéos sur la chaîne No Life et puis faire de la chanson dans le groupe Les Rois de la Suède. Je fais plein d'activités en même temps, c'est pour ça qu'on m'appelle Monsieur Poulpe, je pense. Ma première vidéo sur le net, c'était Monsieur Poulpe prend son bain. Et je suis navré de parler de ça parce que c'était très mauvais et je sais pas pourquoi on parle de cette merde, mais donc en gros l'histoire, donc j'étais en pyjama et j'allais dans ma baignoire et je faisais une galipette dans ma baignoire. Voilà, c'était, on peut appeler ça les prémices de l'humour, j'imagine. Et quelles ont été les réactions dessus ? Aucune, donc c'est peut-être pas les prémices de l'humour alors en fait finalement. À l'époque, moi j'avais découvert la possibilité, ça faisait très longtemps que je faisais des courts-métrages dans mon jardin, et j'avais découvert la possibilité de mettre les vidéos sur internet, de les numériser et de les mettre ensuite sur internet. Donc à l'époque, je parle de ça, la vie était encore en noir et blanc, donc ça veut dire qu'en gros, uploader des vidéos sur internet, il fallait à peu près 2 heures pour uploader 2 minutes de vidéos, et encore il fallait trouver un endroit pour les stocker. Et du coup... on était vraiment les pionniers à faire ce genre de truc à l'époque, et du coup il y avait quasiment personne qui était en face pour les regarder puisqu'il fallait les télécharger. Donc c'était c'était un peu l'âge de pierre du truc inintéressant parce qu'au final tu téléchargeais un truc et puis c'était pixelisé à mort, donc tu voyais rien, le son était dégueulasse. C'était pas très intéressant comme période de la vidéo sur internet, je pense, le début. En gros, je participais à un festival de court-métrage dans le sud où j'ai rencontré Davy qui était en compétition lui aussi. On avait nos 2 films en compétition et je sais pas si c'est un signe, si c'est pour montrer un peu, mais en tout cas c'est moi qui ai gagné le prix et pas Davy, donc tout de suite on a su dans notre duo qui était le plus fort. Après, la chaîne No Life s'est créée. Moi j'ai proposé 5 idées d'émissions et je me suis dit
pour que mes idées elles soient trop cool sur le papier, je vais écrire un concept de merde en plus. Et j'ai dit, une émission de cuisine avec des cascades, machin. Et du coup, en fait, c'est ce projet-là qu'ils ont retenu. Donc du coup, c'est comme ça que Mange mon Geek est né. C'est sur un malentendu. Pour résumer, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est une sorte de Friends qui se place dans la culture geek et qui parle d'un truc qui, à l'époque, quand on a créé Nerds, n'existait pas du tout. Cette mode à propos de la culture geek n'existait pas. Et ça a très très vite marché, même si quand je revois la saison 1, je me dis que ça avait aucune chance de marcher, quoi. Mais donc du coup, tant mieux que les gens se soient sentis. Moi, je le ramène vraiment parce que je suis profondément bling bling. Je le ramène au hip-hop, en fait, de la culture geek, et je pense qu'on représente, en fait. Et on représente un pan de la société qui n'était pas représenté avant. Et c'est pour ça que les gens se sont emparés de Nerds, en fait. Elle a eu un train de vie un peu bizarre, cette série, mais au final, je pense que ça représente bien les 5 années qu'on vient de passer, qui sont représentatives aussi de l'évolution du geek, en fait, je trouve, en France. Alors, Nerds, bizarrement, m'a pas trop ramené de trucs pro. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me voir très très vite, en fait, en disant « Ah, Nerds, il faut qu'on le mette en télé traditionnelle et tout. Mais par contre, il faut enlever 2 personnages, garder que le héros et la fille, et la fille serait beaucoup plus sympa et le héros beaucoup moins geek. Ok, donc on ferait un gars et une fille. Ouais, c'est ça. Bon, non, ça existe déjà. D'accord. Au niveau professionnel, c'est plus mon émission de cuisine qui m'a amené des trucs. Surtout en écriture, en fait, on est venu me proposer d'écrire pour des trucs plus mainstream, on va dire. Sur mon blog, j'ai fait une vidéo coming out où je disais à mes proches que j'écrivais pour Caméra Café. Et je comprends que ça choque un peu les gens, et voilà, donc j'ai essayé de prendre des pincettes pour le dire, mais ma mère a pleuré. J'ai un groupe maintenant qui s'appelle Les Rois de la Suède, ça fait 1 an et demi qu'on tourne. Les Rois de la Suède si tu nous écoutes, et je ne sais toujours pas chanter. Faut venir me voir sur scène, c'est minable. Alors j'irai louler sur vos tombes. L'idée, c'est encore une fois de représenter un peu le truc, le mouvement geek. L'idée, c'était de faire un talk show à l'américaine, les late shows, ce qu'il y a aux États-Unis, les late shows, et de recevoir un invité à chaque émission et de parler de l'actualité geek, tout en mélangeant ça avec des sketchs et de l'humour et d'une série en complément, Karate Boy, etc. Dans J'irai louler sur vos tombes, il y a plusieurs idées. C'est d'abord d'avoir des invités vraiment très geeks qui sont pas très connus et de parler de choses que les gens ne connaissent pas forcément, comme l'édition papier de magazines de jeux vidéo des années 90, ou des trucs où il y a eu des vraies guerres à ce niveau-là, ou au contraire de recevoir des invités qui sont censés être très mainstream, mais qui en fait sont des gros gamers, etc. Et du coup les faire découvrir sous un autre angle, quoi. Plus ou moins geek, c'est une très bonne émission. Par contre, il faut virer François Descraques. Rubrique série télé avec David. Et ben moi aujourd'hui je vais vous parler de Rod Serling. Alors Rod Serling, ça fait partie des gens dont on connaît beaucoup plus le visage que le nom. Donc Rod Serling, en fait, c'est le maître de Twilight Zone. Il faut savoir effectivement que c'est lui qui pose sa voix sur le générique de début, sur le générique de fin. Il présente souvent, on le voit au milieu des épisodes, nous faire une petite introduction souvent en fait du personnage. Alors faut savoir que Rod Serling, en fait, il est né en 1924, il est né à New York. Au départ, il a un profil vraiment de sportif. C'est même un boxeur amateur extrêmement reconnu. Ce n'est pas un geek. Ce n'est pas un geek à la base, c'est un sportif, c'est un anti-geek en fait. Donc cette chronique est annulée. Exactement, cette chronique est supprimée. Et en fait, complètement contre-geek d'ailleurs, puisque arrive la guerre, il s'engage chez les parachutistes. Ça va être d'ailleurs un héros de guerre, il va être médaillé. Et quand il revient un petit peu, la John Rambo, il est traumatisé par tout ce qu'il a vu. Et il commence à se mettre à l'écriture. Il se dit que c'est certainement le meilleur moyen un petit peu d'expier tout ce qui traîne dans sa tête. Et en fait, on pourrait se dire que Rod Serling, c'est un mec qui va cartonner tout de suite. Et ben en fait, pas du tout. Il va commencer à écrire des fictions pour la radio, parce que c'était à l'époque, grosso modo, le média sur lequel se mettaient tous les auteurs qui voulaient un petit peu percer dans ce métier. Il a eu une 40aine de refus. Il explique même qu'en 2-3 semaines, les lettres arrivaient les unes derrière les autres. À un point, à un moment où il était tellement fauché que le seul truc qu'il pouvait se payer pour se nourrir, c'était du café. Et finalement, voilà, exactement, en tranche. Finalement, il signe un premier script à la radio qui lui ramène 150
$150. Donc il se dit ça y est, c'est le début du succès. Et finalement, non. Finalement, c'est reparti encore pour des scripts refusés. Il faut savoir aussi qu'en fait, il mettait beaucoup de thèmes politiques dans ses fictions radio, donc il se faisait refuser à chaque fois. Il arrive quand même à se dégoter un agent qui est Blanche Gaines, qui est quelqu'un qui est très très reconnu à l'époque. Il se dit ça y est, c'est le début du succès, enfin on va m'acheter mes scripts. Et de toute façon pas, c'est-à-dire qu'il est reparti sur de la galère. Il commence à signer en fait des scripts un peu pour la télé, donc il collabore sur différentes séries. En fait il va signer un petit peu par hasard le 463e épisode d'une série aux États-Unis. Au départ c'est pas censé être le meilleur, c'est une sorte de pièce radio télédiffusée en fait. C'est grosso modo c'est au théâtre ce soir diffusé sur des networks. Et contre toute attente, en fait, ce truc-là va cartonner, ça s'appelle Pattern. Il va même décrocher un Emmy Award. C'est aussi la seule fois, en fait, où une pièce télédiffusée va être rejouée en live par les comédiens le jour suivant. Et là, ça commence à s'enchaîner. C'est-à-dire que la deuxième pièce qu'il va écrire gagne également un Emmy Award. Il y a également une petite anecdote, c'est-à-dire que sur les 15 jours qui vont suivre, en fait, le nom de Rod Serling, en fait, va circuler dans tout Hollywood. Il va signer l'équivalent de 23 contrats en 15 jours. Dont d'ailleurs le scénario de Twilight Zone qui va commencer à traîner un petit peu chez CBS. Mais juste là, c'était pas du tout fantastique ce qu'il faisait. Pas du tout, parce qu'en fait, ça va venir un petit peu après. C'est-à-dire qu'il commence à gagner ses Emmy Awards avec ses fictions télé. Et en fait, il va avoir encore pas mal de problèmes avec la censure, avec les directeurs de chaîne. Notamment, par exemple, il voulait mettre en image l'histoire d'un jeune noir qui avait été passé à tabac. Et on va l'obliger en fait à transposer l'histoire dans l'Ouest américain et de transformer son jeune noir par un Mexicain pendu. Donc voilà un petit peu à quoi il se retrouve confronté. Et en fait, rapidement, il comprend qu'en fait, c'est par la SF, en fait, qu'il va pouvoir commencer à traiter ces thèmes-là. C'est d'ailleurs Richard Matheson, qui est un des scénaristes de Twilight Zone, qui va un petit peu vendre le poteau rose. Ils se confient un petit peu tous les deux ensemble. Et donc voilà, donc il se dit c'est par la SF que ça va passer. Et en fait va arriver en fait Twilight Zone, donc c'est un script qui traîne là depuis 2 ans maintenant chez CBS. Et en fait voilà, et au départ c'était juste un unitaire, ça s'appelait Time Element. C'est diffusé donc sur CBS, ça fait un énorme carton d'audience. Il y a plein de milliers de lettres de fans qui arrivent à la chaîne. La chaîne se dit qu'il y a un bon coup à faire parce qu'en même temps il y avait la série Alfred Hitchcock présente qui va passer de CBS à NBC, donc la chaîne concurrente. Donc pour CBS c'est un peu le truc qui va venir contrecarrer ce programme qui passe un peu à l'ennemi. Et finalement, ça va pas marcher des masses parce qu'il va y avoir 5 saisons sur la 4e dimension et en fait, à chaque fois, ça va être au bord de l'annulation. Il faut savoir que les programmes tiennent aussi avec les annonceurs. Twilight Zone va avoir beaucoup de mal à trouver un annonceur qui se trouve concerné. Ce qui fait d'ailleurs qu'il va y avoir des grandes périodes entre chaque saison. Mais voilà. Et au bout de la 5e, en fait, ça va être annulé. Alors le Twilight Zone n'est pas du tout finalement un programme culte à l'époque, malgré des participations. Il y a Richard Matheson qui a signé une partie des scripts. On retrouve des comédiens comme William Shatner qui le commandant de Star Trek, il y a Lee Marvin, il y a Robert Redford, enfin voilà, il y a vraiment Charles Bronson, il va y avoir vraiment plein de monde qui va se coller là-dessus. Et finalement, quand la série s'arrête, en fait, Rod Serling il est super content. Alors après, Rod Serling va quand même avoir une carrière qui va être assez fructueuse parce qu'il va signer une série sur un western, il va signer une autre série, une autre anthologie d'histoires fantastiques qui s'appelle Night Gallery. Il va co-signer le scénario de La Planète des Singes. Bon, d'ailleurs, tu m'as appris que la fin, on la lui devait. Et voilà. Et finalement, en fait, Rod Serling va mourir assez tôt. Il meurt à 50 ans, donc c'est une émission effectivement où les gens soit sont morts, à 7h du matin, à cause des clopes. En fait, ce grand sportif fumait des cigarettes à foison, notamment dans Twilight Zone. Et voilà, et c'est un des rares personnages en fait qui est extrêmement ressuscité en télé puisque on le trouve dans un épisode de Medium en 3D où en fait la chaîne a racheté des images et c'est Rod Serling qui explique comment mettre ses lunettes 3D au début de l'épisode. On le trouve aussi, il y a certaines paroles qu'on retrouve dans un épisode dans des chansons de Michael Jackson, dans un titre de Michael Jackson, et c'est aussi lui du coup qui nous accueille quand on va faire la Tour de la Terreur chez Disney. Et par rapport à la chanson de Jackson, ce qui est marrant, c'est qu'il a pris plein de discours de la 4e dimension, il a découpé les phrases pour faire d'autres phrases et pour parler en fait d'un monstre qui est en fait lui-même, une espèce de monstre qui habite à Neverland, enfin c'est lui quoi. Ouais, et c'est ça qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que du coup effectivement Rod Serling finalement continue à passer à la postérité, c'est quelqu'un qui va finalement devenir culte avec les années et repris un peu par tous les mouvements geeks et les réalisateurs. Sur ces bonnes paroles, et maintenant que j'ai un petit peu soif, on va passer à la BD, jingle BD roman. Rubrique BD et romans avec Laurent.
Oui, alors moi, pour la BD, j'ai longuement hésité. Les maîtres, je me suis dit, je pourrais parler de Jack Kirby, l'homme qui a inventé les super-héros Marvel, les 4 Parle-nous de Jack Fantastiques. Kirby. En fait, moi, ça m'intéresse aujourd'hui. Je pourrais. Non, on fait vote. Ok. Désolé. Non, un petit peu de chez nous. Non, je me suis dit, voilà, on va parler de quelqu'un qui est français, on va parler de Jean Giraud, Parce dit que Moebius. personne n'est aussi mieux que les Français. Dans ce domaine-là, on est vraiment, on est face à un cadre, on peut le dire, c'est un maître absolu de la bande dessinée. Donc Jean Giraud, il est né en 38, donc c'est plus un perdreau de l'année, quoi. Et depuis toujours, il a un tempérament vraiment d'artiste, un rêveur, et il se met à dessiner très tôt, et il commence à travailler professionnellement à 18 ans, où il fait des affiches de pub, il commence à faire des illustrations dans des encyclopédies et tout ça. Mais son vrai départ, ça va être en 1963, quand il apprend que Jean-Michel Charlier cherche un dessinateur pour la série qu'il vient d'inventer, une série de western, qui va devenir Blueberry. Voilà. Avant ça, Jean Giraud a un peu travaillé comme apprenti, on va dire assistant de JG, Joseph Gillin, un dessinateur qui travaillait aussi pour Pilote et qui faisait la série Jerry Spring, qui était déjà un western. Donc Charlier lance Blueberry et Jean Giraud, qui s'appelle pas encore Moebius, décide de prendre modèle pour les traits de Blueberry sur... Putain, j'ai oublié. Jean-Pierre Cassel. Richard Nixon. Christophe Lambert. Robert Nixon, Jean-Paul Belmondo, voilà. Donc dans les premiers albums, Décidément. ouais, dans les premiers albums, Blueberry a les traits de Jean-Paul Belmondo. Il va évoluer après. Rappelons que quel est l'autre personnage célèbre Cobra aussi, voilà. Ouais. Il faudrait faire un petit parallèle. Est-ce que le créateur de Cobra s'est inspiré de Blueberry ou pas? Est-ce que c'est un rapport ou pas du tout? Non, c'est vraiment Belmondo. En tout cas, Jean-Paul Belmondo n'est pas mort. D'accord. C'est ça qui est important. Non, c'est un vrai fan de Belmondo. Ouais. D'accord. Donc maintenant, ça fait pas mal d'années, c'est en 63 qu'a été créé Blueberry, donc ça fait 30, il y a eu 38 albums, Jean-Michel Charlier est mort et Jean Giraud a continué tout seul, et c'est un personnage qui a vieilli en même temps que la publication des albums Blueberry. C'est-à-dire que là maintenant, il est plus le lieutenant de la guerre de sécession qu'il était à ses débuts, il est un joueur de poker en fait, et les aventures, les dernières aventures, c'est plutôt des flashbacks de ses aventures précédentes. Il est en train de... C'est ça, c'est la jeunesse de Blueberry, c'est ça? Pardon? C'est la jeunesse de Blueberry? Non, même la série régulière Blueberry, là il s'est devenu un joueur pro de poker, il joue au poker et il raconte ses aventures passées, voilà, c'est assez bizarre mais bon. Donc c'est un personnage qui évolue, c'est quelque chose d'assez rare dans la bande dessinée mondiale en général. Il y en a un autre qui a fait ça, mais c'est vrai que c'est rare, c'est Margerin avec Lucien. Oui, Lucien, Margerin, il a les cheveux gris, il est un peu bedonnant. Ouais. Il y a quelques personnages qui osent aussi. Il y a John Constantine aussi, Hellblazer, qui prend un an, en fait son anniversaire tous les ans dans la bande dessinée. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec Jean Giraud, c'est qu'aussi c'est un personnage double. Voilà, il joue vachement sur ce truc-là et que il est à la fois hyper fan de western, c'est sa culture de vraiment quand il était gamin, il a grandi avec ça et tout ça. Mais il est aussi fan absolu de western, de SF, pardon. Et dans les années 60, il commence à faire des couvertures de romans de science-fiction. Et il commence aussi à travailler pour d'autres revues que Pilote. Il travaille pour Harakiri. Et là, il fait des récits courts. Revue du professeur Choron. Voilà. Et il fait des récits courts. Qui est mort aussi, hein. C'est bien, c'est une émission sur les maîtres, tout le monde est mort en fait. Et qui avait une belle coupe de cheveux, j'en sais. Rappelons que Jean Giraud n'est pas mort, donc voilà, quand même. Donc encore. Enfoiré. Il commence donc à faire des récits courts de science-fiction ou de fantastique, en tout cas pas du western, et il prend un autre style. Et en fait, la division là, c'est qu'il commence à dessiner à la plume et plus au pinceau comme il dessine dans Blueberry pour ancrer ses personnages. Et ce qui est, une fois de plus, le truc inverse de Margerin, qui a commencé à la plume et qui termine du ça au pinceau. j'ignorais, par contre. D'accord. Marrant, Et donc, il prend un pseudonyme qui est Moebius. Tiré d'un savant qui s'appelle Auguste Ferdinand Möbius. Donc alors certains disent Möbius, d'autres disent Moebius. Voilà, moi j'ai choisi l'optique Dionée, je dis Moebius. Donc il travaille un peu dans Pilote, et il fait quelques récits courts assez marquants dans La Déviation. Il quitte Pilote en 73, il se fâche avec Goscinny, en fait il y a une espèce de conflit de génération. Goscinny qui est le rédac chef à l'époque, il se fâche et Moebius s'en va, et avec Dionée, Druillet et Basile Farkas, ils vont créer Métal Hurlant. Enfin, les Humanoïdes Associés, qui est une maison d'édition qui va créer la revue Métal Hurlant, qui est une revue désormais mythique, qui est vraiment une des graphiquement et dans le milieu de la science-fiction qui est, et même au niveau hollywoodien, c'est une revue
très très influente, quoi. Vraiment, l'esthétique métal hurlant, elle est partout, quoi. Elle a vraiment infusé dans le cinéma hollywoodien dans les années 80. Et, elle est passée partout. Donc je vais finir très vite. Il publie là dans Métal Hurlant des récits comme Arzak, Le Garage Hermétique, et puis avec Jodorowsky, L'Incal, une série qui aura beaucoup de succès. Puis après il va partir bosser à Hollywood, il travaille pour plein de films, Tron, Les Maîtres de l'Univers, Blade Runner, il a bossé pour Alien non aussi, pas sur Blade Runner justement, non, sur Alien, c'est ça. Il bosse sur Alien, pas sur Blade Runner. Et puis on peut finir en disant c'est un des artistes français, en tout cas on parle à n'importe quel dessinateur de BD, un des plus respectés. Il a travaillé aux États-Unis avec Stan Lee, il a fait une histoire du surfeur d'argent. Il a travaillé au Japon avec Jiro Taniguchi, un récit qui s'appelle Icar. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de immensément respecté. Là, il vient d'avoir une exposition sur lui à la Fondation d'art contemporain Cartier. Voilà, c'est quelqu'un qui a une aura qui dépasse le seul stade de la bande dessinée. Est-ce que c'est lui qui fait les designs dans Le 5e élément? Oui. Avec le dessinateur de Valérian aussi. Est-ce que c'est lui qui fait la vaisselle chez lui? Alors, ou est-ce que c'est Jean Giraud? Alors ça, écoute, je sais pas. Je pense que Jean Giraud balaye et Moebius fait la vaisselle. C'est un petit couple. Justement, dans le 5e élément, tout cette esthétique des taxis et de la ville en hauteur, c'est vraiment L'Incal en fait graphiquement. Restez scotchés. Voici l'interview geek. Combien d'années de carrière déjà? Ne parlons pas de choses qui blessent. Quelques-unes, on dira, quelques-unes. Puisque ma toute première publication, c'est pas dans Pilote, c'est dans Lisette. Une toute petite série que j'ai pas continuée parce qu'à l'époque, la presse pour enfants était extrêmement contraignante. Je m'ennuyais, ça m'ennuyait beaucoup. Puis il y avait quelque chose qui me chiffonnait, qui continue de me chiffonner d'ailleurs, c'est l'idée que les femmes font des enfants et qu'en même temps elles doivent faire des bandes dessinées ou des illustrations pour les enfants. Donc voilà, ça me branchait pas. Et puis il se trouve qu'à l'époque, Pilote s'ouvrait quand même à beaucoup de jeunes auteurs et que j'ai eu l'occasion de rencontrer René Goscinny, lui présenter mon dossier, qu'il accepte mon travail en me disant bon, vous n'avez plus qu'à trouver un scénariste, qui a été le cas peu de temps après. Et c'est comme ça que j'ai fait mes débuts dans Pilote. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu Pilote à l'époque, ce que représentait Pilote? C'était la revue de bande dessinée, point. Et en dehors de ça, c'était la revue de bande dessinée, parce qu'il y avait tout un éventail d'auteurs et de styles de dessin, de narration extraordinaires. Desquels sont nés après les transfuges de Pilote, ça a été évidemment l'écho et Fluide et ainsi de suite. Mais moi j'ai démarré avec tous ces gens-là, à côté de Druillet, à côté de Mézières, à côté de Moebius. Enfin bon, c'était assez formidable. Et ce qui était formidable surtout, c'était d'avoir ce sentiment d'émulation. Et ce que je regrette d'ailleurs toujours pour des auteurs qui démarrent dans le métier, c'est qu'il n'y a pas ça. Et moi, j'aimais énormément travailler pour une revue. Une fois qu'il était mensuel, évidemment, il y avait moins de place pour les jeunes auteurs. Donc voilà, il y a eu une petite interruption pendant un certain temps. Puis il s'est trouvé qu'à l'époque, c'était les éditions Hachette qui voulaient lancer une collection de bandes dessinées autour de faits divers célèbres. Donc moi, je m'étais attachée à celui de Casque d'Or. Et c'était vraiment mon tout premier album. Comment tu aurais caractérisé ton style de l'époque alors? Il était, du point de vue couleur, déjà mon style était plus agressif, plus raide. Je cachais mes difficultés autour de belles mises en page, choses comme ça. Donc je connais bien mes défauts. Mais en même temps, je crois que c'était 48 pages. Et il se passe quand même toujours quelque chose. C'est pas seulement pour faire des beaux dessins. Voilà. Tu peux nous présenter justement un petit peu Félina, qui était, je crois, ta première série d'albums, si je dis pas de bêtises? Donc Félina est un personnage avec une double identité. C'est une richissime veuve d'un milliardaire anglais. Et donc son mari est assassiné, elle cherche à le venger. Et la nuit, elle se déguise en une sorte de Félina, quoi,
personnages un peu avec un bonnet de chat, un masque, une cape, pour poursuivre les assassins de son mari. Et arrive ensuite une autre série qui s'appelle Agence Hardy. Edith Hardy elle aussi c'est une veuve. Ouais, on ne sait pas si elle est pas richissime. Elle a gardé d'une époque plus glorieuse une belle voiture, un bel appartement et elle a monté une petite agence au début des années 50 elle travaille avec un jeune assistant. Et du coup, donc tu as quand même une grosse actualité puisque tu as une nouvelle BD qui sort bientôt. On y retrouve aussi du coup un petit côté historique et cette fois-ci un petit côté ésotérique aussi. Oui, ésotérique et puis historique parce que c'est vrai qu'avec Agence Hardy, alors ça c'est plus d'un point de vue technique, j'ai travaillé en noir et blanc avec des mises en couleur ultérieures et la couleur directe me manquait. Mais comme j'ai commencé cette série sur ce principe-là, je peux pas y déroger. Donc il fallait que je trouve un autre moyen de revenir à la couleur directe. Et cette histoire de fantôme et de Marie-Antoinette, c'était une vieille, un vieux pitch qu'on avait toujours Rodolphe et moi. Ah oui, tu sais cette histoire des deux Anglaises à Versailles. Oui, un jour il faudrait qu'on fasse cet album. Donc ça a traîné, je sais pas, plus de 20 ans. Et puis voilà, on s'y est mis il y a 3 ans. De nouvelles influences sur cet album ? Non, pas d'influence particulière. Alors là, pour le coup, et les recherches, c'était plutôt, en ce qui concerne les fantômes, plutôt les événements paranormaux, les séances de spiritisme. Il y a quand même beaucoup de photos et on sent vraiment que c'est du bricolage. Donc voilà, c'était ça mes sources d'inspiration, là, en l'occurrence. Une petite angoisse avant la sortie ? Bon, toujours, mais à chaque fois qu'on fait un album, on ne sait jamais comment il va être accueilli. Là, en plus, c'est vrai que c'est une histoire qui tranche résolument sur ce que je fais avec Pierre. Donc, on verra. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci, oui. C'est tout mal qu'on te souhaite. Annie, tu connais peut-être le questionnaire de Bernard Pivot ? Je sais pas, j'ai jamais été chez Pivot. Eh ben écoute, on va faire une adaptation, puisque nous, on a le questionnaire de Bernard Pivot 2.0, puisqu'on est geek. Quelle est ton œuvre culte ? Dans quel domaine ? Celui que tu veux. Ah, je pourrais dire Manhattan Transfer de Dos Passos. C'est pointu, là, du coup, tu m'as perdu. Oui, parce que c'est un bouquin que j'ai trouvé un jour dans une bibliothèque, en édition de poche. J'ai ouvert la première page et j'ai pas pu le quitter, quoi. Voilà, ça m'a accompagné. Enfin, c'est un roman fleuve avec un chassé-croisé de personnages. C'est une fresque, une épopée extraordinaire qui se passe dans New York de l'après-guerre de 14. Quel est le nanar ou le navet que tu vénères ? Ah, The Creature of the Black Lagoon. Je confirme, c'est bien. Quelle est la création qui t'a fait jeter le plus de boulettes de papier dans la poubelle ? Une longue scène dans la Levi le Kriegspiel, qui est les émeutes de février 34. Ça, vraiment, j'en ai bavé. Oui. Ça t'a pris beaucoup de temps, j'ai l'impression. Oui, ça m'a pris, oui. Je crois qu'il va y avoir 3 pages qui ont dû me prendre 1 mois. Si tu étais un gadget inutile ? Je suis un gadget inutile. Si tu n'avais plus d'inspiration ? Je pleurais toute la journée. Si Dieu existe, à ton avis, il lit quoi comme BD ? S'il va au puces, j'espère qu'il trouve une de mes premières BD, ouais. Bon Annie, le mot de la fin, je te remercie beaucoup. Et toutes les infos sur la sortie de ton album sont en bas de l'écran. Merci à vous. Je te remercie beaucoup. Rubrique jeux vidéo avec Fred. Eh bien, non, je vais arrêter l'accent parce que ça va être ridicule. Non, notre caution du Sud, hein. Exactement. Je vais parler comme ça avec le montre qui ressort. Donc moi, pour les mettre, j'ai choisi Shigeru Miyamoto, qui n'est pas mort, contrairement au Shigeru de poulet. Et donc c'est certainement le mec sans qui le jeu vidéo ne serait pas le même aujourd'hui, puisque donc c'est le créateur de Mario, le créateur de Zelda, de Donkey Kong, de Star Fox, me semble aussi. Peut-être, je dis des conneries, les gens m'insulteront. Donc ce monsieur, il est né. D'ailleurs. Il est né, vous pouvez, pas de problème. Il est né à Sonobe, donc dans la région de Kyoto. Alors à la base, c'était pas un mec qui était vraiment féru d'études en fait, puisqu'il voulait devenir dessinateur de manga. À l'école, ça le faisait un peu chier. Et donc, il préférait rester chez lui à dessiner et à se balader dans la nature autour.
Et donc finalement il est rentré chez Nintendo alors qu'ils n'avaient pas réellement besoin de nouveaux dessinateurs, mais ils ont été attirés parce qu'en fait ils proposaient des concepts assez originaux finalement. Et c'est ça qui les a attirés à le prendre chez Nintendo. Nintendo faisait déjà du jeu vidéo en fait à l'époque. Ah bah oui, ça existait avant Monsieur Shigeru Miyamoto. Hein. Donc finalement, en fait, assez rapidement, quand il rentre chez Nintendo, il a l'idée. Pour lui, c'est une forme d'art en fait, le jeu vidéo. Et ça se confirmera parce que maintenant c'est carrément vrai pour moi, le jeu vidéo c'est une forme d'art. Et donc il rentre chez Nintendo et assez rapidement il imagine un jeu où il veut utiliser en fait le concept de triangle amoureux. Donc rapidement il veut faire un jeu sur Popeye. Donc il veut se dire en fait il veut prendre Brutus, le triangle amoureux Brutus, Popeye, Olive, c'est ça? Oui. Olive. Et donc finalement, il n'a pas les droits. Donc comme il n'a pas les droits, eh ben, il décide de faire évoluer son concept. Alors il est influencé par des films comme La Belle et la Bête, etc. Et donc il fait évoluer, c'est-à-dire que Brutus évolue en singe. Donc, logique. Donc quand tu vois Brutus, en fait, ça ressemble assez finalement. Donc Brutus évolue en singe, Olive évolue en princesse, et Popeye évolue en Mario, qui s'appelle pas Mario encore à l'époque, il s'appelle Jumpman puisqu'il n'a pas de nom. Pas encore portugais donc. Est-ce vraiment une évolution? Et qui n'est pas encore, il n'est pas plombier, il est charpentier en fait Mario au début. Comme Harrison Ford à ses débuts. Puisque Donkey Kong en fait, le premier Donkey Kong, hein, ça se passe dans un chantier en fait, puisqu'on voit des poutres comme donc ça. Portugais déjà. C'est pour ça qu'il y a des échelles. C'est pour ça, ouais, c'est des échelles, des poutres, etc. Et donc au début, Mario est charpentier. Il prend son nom définitif parce qu'il y a un responsable de Nintendo Amérique qui s'appelle Mario Seagate, je crois quelque chose comme ça, et qui donne le nom au personnage. On ne sait pas trop comment, c'est dans des circonstances un peu que j'ai pas compris. Peut-être. Exactement. Oui, moi j'ai plutôt compris qu'en fait il n'était pas très content du projet et qu'ils lui ont donné le nom de Mario pour le calmer. Mais bon, il y a plusieurs versions de l'histoire, donc voilà. Donc c'est le premier jeu qui sort et c'est Donkey Kong. Hein, chez nous on le connaît surtout c'est le Game & Watch orange qui se déploie et sur lequel donc Mario saute par-dessus des barils que Donkey Kong envoie. En fait, et Miyamoto en fait il renchaîne avec un autre jeu, avec Donkey Kong Junior, où en fait là cette fois c'est un singe, c'est pas encore Diddy Kong, hein, mais c'est un singe qui est le héros de Donkey Kong. Parce qu'en fait lui Miyamoto il était pas content, il se dit moi je veux pas que le singe soit dépeint comme quelqu'un de malfaisant, comme quelqu'un de gros, de balourd, etc. Donc il part en faisant deux suites de Donkey Kong avec un héros singe, mais ça marche pas, les gens accrochent pas, et donc finalement il comprend vite que pour que ça marche il va falloir forcément faire un jeu où ça sera Mario le héros. Donc c'est comme ça qu'en fait sort Mario Bros, le premier Mario Bros, à ne pas confondre avec Super Mario Bros, c'est pas du tout la même chose, d'ailleurs on le voit à l'écran. Mario Bros, moins super. Oui, merci. Exactement, c'est moins super. Et donc, à ne pas confondre avec Super Mario Bros, parce que Mario Bros, donc c'est un jeu en fait où on saute. Déjà, on reconnaît un peu les bases de Super Mario Bros, c'est-à-dire de pouvoir déglinguer les ennemis avec la tête, de pouvoir leur sauter dessus, etc. D'ailleurs, il y a Luigi qui arrive dans Mario Bros. Mais c'est pas le jeu qui va. Alors c'est un jeu qui a eu énormément de succès aussi, et c'est le jeu qui a surtout conforté à continuer dans la direction, puisque c'est Super Mario Bros qui va arriver, qui va tout écraser, parce que là il introduit une notion d'aventure. Puisqu'il introduit aussi des passages secrets qui deviennent des Warp Zones. C'est aussi au passage que Mario... non, c'est dans Mario Bros que Mario devient plombier, des conneries. Et donc, c'est Super Mario Bros qui réellement devient le jeu de référence. Il a inventé la plateforme, hein, je veux dire, carrément. Et donc, à ce moment-là, Donkey Kong disparaît et devient... c'est Bowser qui passe à la place de Donkey Kong, la princesse devient Peach, et donc Mario, ça devient le jeu Super Mario Bros qu'on connaît. Et donc quelques années plus tard, ça sera autour du second jeu qui va révolutionner, c'est la seconde grosse réalisation de Miyamoto en fait. C'est Legend of Zelda, évidemment tout le monde y a joué. Bien sûr que non, ok. J'ai perdu trop vite. Donc Legend of Zelda, en fait, pour Legend of Zelda, il faut savoir qu'en fait Miyamoto, c'était quelqu'un qui adorait partir à l'aventure. Il y avait des forêts pas loin de chez lui, et il adorait partir à l'aventure comme ça, avec rien, pas de carte. Il partait comme ça avec une lampe de poche, et il se perdait. Il cherchait un lac, il cherchait des maisons, il allait en forêt. Et un jour, alors qu'il était en forêt, il a trouvé une caverne, il a hésité des jours, comme ça il rentrait, et un jour il s'est dit, putain, je vais rentrer dans la caverne, et quand il est rentré dans la caverne, il s'est perdu. Et en fait, quand il est ressorti de la caverne, il a dit, c'est incroyable, j'ai jamais autant pris mon pied, et il avait un sentiment d'aventure qui était extraordinaire, et il voulait retranscrire ça en jeu vidéo, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire Legend of Zelda. Eh ben, je te remercie Fred, on a appris plein de choses là. Ouais. C'est pas comme ma chronique. Une chronique où on va apprendre plein de choses aussi, et ben c'est toi RL, puisque cette fois-ci tu conclus l'émission Jingle Culture Japonaise. Rubrique Culture Japonaise avec RL.
Donc s'il y a un maître au Japon en animation, c'est Mamoru Oshii, pour moi c'est indéniable. Par contre bon, ça va être un petit peu difficile, on va pas pouvoir parler de tout parce qu'il y a trop de choses. Donc la première œuvre qui est vraiment importante dans la création de Mamoru Oshii, c'est Ghost in the Shell. Pour moi c'est vraiment l'œuvre phare, et même pas que de l'œuvre de Mamoru Oshii, mais de l'animation japonaise en général. Et donc c'est un film, un long métrage d'animation qui est sorti dans les années 90-95 très exactement. Ça date, mais figure-toi que c'est un film qui n'a pas pris une seule ride. La qualité d'animation est énorme. C'est la chirurgie, ça. Non, c'est parce que c'est encore dessiné à la main, et finalement, si les dessins sont vraiment bien travaillés, t'as un résultat qui est peut-être meilleur que ce qu'on a maintenant avec l'animation graphique sur PC. Et c'est un film qui a vraiment marqué les esprits, même si beaucoup de gens ne comprennent pas le film en question, parce que c'est mais si, pourtant il y a des temps d'action en fait où on voit l'histoire se dérouler, et des temps de réflexion où finalement ça nous laisse le temps de réfléchir sur ce qui a été dit avant. Alors évidemment, si ceux qui font juste que regarder, ils profitent pas de ce temps-là pour réfléchir à ce qui a été dit, ils comprennent rien. Ça me va, c'est bien. Voilà. Tu regarderas avec un œil neuf comme ça. Donc voilà, c'est une œuvre qui a été largement inspirée de la création de Masamune Shirow, qui est également un grand nom du manga. Mais bon, largement, hein, quand même, les deux n'ont pas tellement grand-chose à voir au bout du compte. Et c'est un film qui a finalement fêté ses presque 10 ans en 2004, avec un deuxième opus qui contient, lui, beaucoup de 3D, qui est tout aussi réussi que le premier en 2D, finalement. Et avec des personnages un petit peu... Bon, c'est vrai que les gens ont un peu du mal avec cette intégration de personnages cel shading sur de la belle 3D comme ça. Mais bon, c'est un petit peu aussi ce qui fait la marque. Et à savoir quand même que c'est pas vraiment une suite du premier. D'accord. Voilà, ça c'est important, parce que s'ils attendent d'abord de savoir ce qui est devenu, bon, on le voit un petit peu, mais finalement c'est pas le but. J'ai pas compris le premier, finalement je peux attaquer le deuxième sans. Voilà, comme ça tu comprendras pas le deuxième non plus. Et non, les deux sont dans la même veine. Voilà. Donc au niveau, c'est pas de la SF c'est pas Star Wars quoi, c'est vraiment de la bonne SF un petit peu cyberpunk avec de la réflexion assez. C'est du bon cinéma. Il utilise en fait les bases du cyberpunk pour imposer sa réflexion sur la vie, sur le sens de la vie, sur sa compréhension du monde. Et bon, évidemment, si on n'a pas envie de réfléchir, c'est pas le film qu'il faut regarder, quoi. C'est très influencé par Philip K. Dick aussi, oui. ou tout ce qui est Blade Runner. Oui, complètement. Et donc son début de carrière, quand même, j'aimerais un petit peu y revenir. Il a travaillé sur le film, sur d'abord la série Lamu, Urusei Yatsura en japonais. Voilà, dont il a réalisé deux films. Celui que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est Beautiful Dreamer de 84. Quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, un film des années 80, ça va être tout moche et tout. Et en fait, on voit déjà que c'est quelqu'un qui a du talent, quoi. Le film passe très bien. Bon, il a quand même pris un petit coup de vieux, lui, mais pour du 84, il y a déjà des bases du style qu'il avait après dans Ghost in the Shell que tu vois dans les premiers. C'est complètement, parce que finalement, Takahashi, l'auteur de Lamu, n'a quasiment pas donné son avis parce qu'ils étaient un petit peu en rush, et finalement il a eu beaucoup de liberté en speed pour parler plus du... Ils étaient prêts. Et donc avec cette liberté il en a fait une œuvre où déjà il peut poser un petit peu ses parties pré-esthétiques, ses préoccupations personnelles, en utilisant justement ce principe de rêve gigogne. On passe d'un rêve à l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'ils vont se réveiller, en fait, au bout du compte, on se rend compte qu'ils sont passés dans un autre rêve. Et justement, c'est Inception. Un petit peu ça, mais avant l'heure, ouais. Et donc, voilà, ce système-là lui permet de mettre un petit peu en avant sa conception du temps et de la réalité. Puisque du coup, après le scénario est assez surprenant, c'est déjà un petit peu difficile à suivre, parce qu'on sait pas trop où on en est la première fois où on le voit. On se dit mais qu'est-ce qui se passe, il s'était réveillé, et puis on repart dans un délire. Mais est-ce qu'il sait lui de quoi il parle, ou est-ce qu'il se laisse complètement aller Ah non, complètement. Lui c'est vraiment ses préoccupations profondes, quoi. Celui-là il est un peu torturé, je pense, mais voilà. Et donc en fait c'est tout ce qui fait la marque, le style de Mamoru Oshii. Finalement, c'est des films qui sont très contemplatifs. On a beaucoup de scènes très lentes où on voit de beaux décors et des choses comme ça, et en même temps très philosophiques. Voilà. Donc, à savoir aussi qu'il a travaillé avec Kenji Kawai sur beaucoup de projets, et c'est aussi un élément qui fait que le compositeur des musiques, qui fait que les films ont autant marché, parce que ça pose une ambiance qui est vraiment indissociable des productions. Et Kenji Kawai, qui est quand même quelqu'un de très respecté, c'est un des... Il fait la musique de Hitman avec Donnie Yen. Un des 3 compositeurs d'OST les plus réputés, quoi.
Et il a également travaillé, juste vite fait pour l'anecdote, sur un film qui s'appelle Tenchi no Tamago, en 84, avec Yoshitaka Amano, qui est en fait le character designer de Final Fantasy. Ah ouais. Voilà. Comme quoi, et d'ailleurs, pour reboucler la boucle qui est déjà bouclée, j'ai envie de dire que Skycrawler, c'est Mamoru Oshii. Hein. Voilà, c'est Skycrawler, le tout dernier. Il a un vrai côté 4e dimension. Et c'est une uchronie. Et c'est une uchronie, c'est extraordinaire. C'est incroyable, on a fait 45 thématiques en... Tous les premiers, mais tu le vois vraiment le style d'Amano sur les premiers, notamment sur les covers des jeux et des trucs comme ça. D'accord. Tu regarderas maintenant avec un œil neuf. RL, je te remercie pour cette chronique. On va juste se faire un petit tour de table pour vous récapituler nos différents maîtres. Rurik, John Carpenter, Fred, Shigeru Miyamoto, et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'évidemment, Sonic, c'est mieux que Mario. RL, Mamoru Oshii et son bassé Gabriel. François, Harry Knowles. en fauteuil roulant, Laurent. Jean-Giraud Moebius. Voilà, et pour moi, Rod Serling, plus ou moins geek, c'est presque fini. D'ici là, vous pouvez poursuivre l'aventure sur le site internet de l'émission, ça s'affiche sur le bas de votre écran, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. Bye bye. Avant de partir, découvrez l'actu des sorties. Et nous n'allons pas nous quitter sans faire un petit point sur les sorties. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on vous a gardé? On vous a gardé Ralph Azam, c'est le tome 2, c'est toujours de Lewis Strodem, c'est vachement bien, ça raconte les histoires d'un personnage qui peut deviner les morts et les naissances des gens. On valide, c'est très geek. McFarlane revient aux affaires, c'est par les créateurs donc de Spawn et de Walking Dead, ça s'appelle Hunt, c'est le numéro 2, c'est sorti chez Delcourt et c'est super bien, on approuve aussi. Un post-apo avec des zombies entre San Francisco et Los Angeles, ça s'appelle Dead Run, et ça aussi on valide, c'est super bien, et c'est chez Atmosphère, je dis pas de bêtises. Arthur Depince ressort un nouvel album chez Dupuis, ça s'appelle Zombilenium, c'est le tome 2, c'est ressources humaines, alors graphisme un petit peu Photoshop comme vous pouvez le constater, mais c'est super quand même. Achilleos nous propose Apocalypse sur Casson City, alors ça va plaire vachement à Rurik, parce qu'en fait dedans il y a un featuring de Steven Seagal, qui est quand même juste le dieu de Rurik. Rurik, ça c'est pour toi. Kid Paddle 12, 4 ans qu'on l'attendait, Midam ressort ses crayons et on adore ce petit personnage, on valide aussi et c'est chez Mad Fabric. Geek Battle 2011, c'est sorti chez Soleil, alors si vous avez aimé les livres dont vous êtes le héros, c'est à peu près le même principe, c'est un petit roman avec plein de petits indices que vous pouvez sortir, hop là, par les petites pochettes, c'est vachement bien, on approuve. Soleil nous propose également Glee Geek tome 7, c'est toujours aussi bien, voilà, il y a des blagues sur Facebook, sur MSN, ça on valide forcément parce qu'on est tous très geeks. Dernière sélection de cette petite flopée, c'est Stalingrad Chronica, en fait c'est une équipe de journalistes soviétiques de télévision qui se retrouvent en fait coincés dans la bataille de Stalingrad. Alors c'est pas forcément très actuel, mais c'est super bien, une histoire captivante et c'est le tome 1. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle sélection des sorties, à bientôt dans Plus ou moins Geek. Plus ou moins geek, c'est fini. Mais poursuivez l'aventure sur notre site internet www.plusousmoinsgeek.com. Nom de Zeus. Oh, j'aimerais déjà être dans le futur pour voir la prochaine émission.